Donc, l'idée, c'était de vous faire de débuter la discussion en expliquant un peu comment on fait la mobilisation des connaissances chez Uranus, puis comment l'organisation a dû évoluer dans le temps justement pour répondre à ces besoins de transfert des connaissances, de mobilisation des connaissances. Je vais essayer de retrouver, afficher, Est-ce partager. que ça paraît maintenant Oui, je le vois. Parfait. Super. Partager. On y va. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, Signe de la tête. Excellent. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de partir de l'exemple d'Uranus pour jaser de manière plus générale de la mobilisation des connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une petite histoire puis un petit historique de l'évolution de la mobilisation des connaissances chez Uranus en particulier, qui s'applique à plein d'autres domaines. Là, vous allez le voir, je vais essayer de tirer des parallèles avec d'autres organisations ou des gens qui travaillent dans la mobilisation des connaissances pour l'adaptation au changement climatique. Donc, déjà d'emblée, le rôle de l'organisation d'Uranos, c'est vraiment d'assurer une complémentarité entre la science et les besoins en adaptation pour que la société québécoise s'adapte efficacement au changement climatique. On veut évaluer, analyser les options d'adaptation basées sur de la science solide pour aider différentes parties prenantes vraiment à s'adapter. Et on est autour de proposer des approches innovantes pour engager activement un très large réseau soit de chercheurs, d'experts, de praticiens, de décideurs. Donc, tout ça, là, ces trois éléments-là, vous avez des points clés dans la mobilisation. On parle de besoin de complémentarité, d'analyser, de sciences, d'organisation, de parties prenantes, d'engagement actif, d'experts praticiens décideurs. Donc, tous ces mots à la mode, pour nous, ils veulent vraiment dire beaucoup dans notre façon de fonctionner, dans la façon qu'on sent qu'on a besoin de fonctionner pour amener la société à s'adapter en mobilisant les connaissances de tous ces personnes-là et ces différents acteurs-là. Donc, ce n'est pas juste nous vers, c'est vraiment une discussion avec. Dans nos valeurs, dans nos missions, dans notre vision, c'est vraiment, oui, une science solide, donc il y a des compétences assurément techniques à mettre de l'avant, mais c'est aussi de mobiliser, d'avoir un lieu de concertation de différentes parties prenantes. Donc, on parle de la science, oui, technique, jusqu'aux compétences plus humaines, sciences sociales, pour apporter en commun toutes ces connaissances-là pour essayer d'évoluer plus rapidement vers la mise en place d'adaptation sur le terrain. Je rappelle, Uranus est dans la compréhension du climat et dans l'adaptation au changement climatique. On ne travaille pas, nous, sur le volet atténuation, donc sur le volet réduction des gaz à effet de serre. On le comprend, c'est un enjeu très important. Avant de s'adapter, on veut diminuer au maximum les impacts qui s'en viennent des changements climatiques, mais nous, on se concentre vraiment sur le climat et l'adaptation au changement climatique. Dans nos valeurs, donc, pour être capable de faire ces arrimages, cette concertation, cette mobilisation, c'est l'ouverture d'esprit en premier, c'est l'intégrité scientifique, c'est le respect. On a besoin d'avoir autour de la table des gens qui respectent l'expertise de tous et chacun pour aller de l'avant plus loin, plus rapidement ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous? Donc, l'organisation, depuis qu'on est établi en 2010, en 2001, je suis là depuis 2010. L'organisation existe depuis 2001. On cherche vraiment à voir le spectre, couvrir le spectre qu'on appelle le spectre de continuum du climat jusqu'à la décision. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme organisation frontière ou organisme frontière. Donc, oui, Uranus, on s'appelle un consortium sur la climatologie régionale, adaptation au changement climatique, mais on fait partie d'un réseau qui s'établit de plus en plus à l'échelle internationale de ce qu'on appelle des organismes frontières qui font justement ce pont entre la science et la décision. On essaie de produire
une science applicable, appliquée, et de couvrir un très large spectre pour essayer de faire passer les gens, les décideurs, à l'action. Donc, ça, c'est très important pour nous. Puis, ça veut vouloir dire, vous le comprenez, vous allez le voir au travers de ma présentation, ça veut dire d'interpeller différentes expertises tout au long de ce continuum-là et de les faire chevaucher. On a souvent tendance en sciences à travailler quand même relativement bien en silo. Là, ce qu'on veut, c'est de faire travailler vraiment les gens ensemble et briser ces silos-là, donc être dans une posture tout le temps un peu déstabilisante, là, de tout le temps apprendre des choses nouvelles en travaillant avec des nouvelles personnes et de s'entourer de gens qui veulent aussi avoir ce bagage plus grand que ce qu'ils connaissent. Donc, pour nous, la mobilisation part de vraiment travailler conjointement avec et pour la société québécoise. Donc, chez Ouranos, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a une certaine offre de service qui part de l'expertise conseil en changement climatique. On va offrir un soutien technique et financier pour faire de la recherche et développement qui est en amont naturellement de la prise de décision. On va avoir des expertises sur comment intégrer les différents savoirs, les enjeux, les différents acteurs. Donc, comment aller chercher ces différentes expertises. Une expertise ou un besoin de mobiliser, comme je l'ai dit, des acteurs et des connaissances vraiment différentes de différentes parties prenantes. On a aussi des équipes qui vont faire la valorisation, le transfert de ces connaissances-là, à la fois de la recherche et développement, mais des trucs aussi beaucoup plus appliqués. Puis, on va accompagner aussi les acteurs de l'adaptation en changement climatique. Donc, vous allez le voir à travers les différentes équipes que cette vision-là, cette approche et cette offre de service a dû évoluer dans le temps avec les besoins de la société, avec où on en était rendu dans notre compréhension des changements climatiques et où on a besoin d'aller. Donc, il y a tout le temps cette constante évolution qui est nécessaire aussi quand on parle de l'adaptation au changement climatique. On doit s'adapter nous aussi afin de tout le temps mieux répondre à la société. Puis là, je le dis on, je parle d'Ouranos, mais c'est vraiment à une plus large échelle quand on parle à des gens qui travaillent en changement climatique, cette façon de fonctionner, ce besoin de continuellement se renouveler, d'aller chercher des compétences nouvelles, d'aller chercher des expertises nouvelles, de mettre en commun différents acteurs, c'est très, très présent parce que les choses vont vite, le climat évolue, on a des nouveaux enjeux, des nouvelles conséquences ou des nouvelles opportunités, puis il faut aller trouver une façon de comprendre et de mieux s'outiller face à ces enjeux qui s'en viennent. Donc, quand on regarde la petite histoire d'Ouranos, comment on arrive à ce point-ci en 2025, Ouranos, on a débuté à partir d'événements météorologiques qui se sont passés en 1996 et en 1998. Dans ces années-là, si vous vous rappelez bien, puis vous avez les petites images, il y a eu une très grosse inondation au Saguenay en 96 et on a eu un épisode de verglas majeur en 98. Après ces événements-là, il y avait une certaine expertise en climat au Québec, notamment à l'Université du Québec à Montréal, et le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, Hydro-Québec et d'autres partenaires se sont dit, on a besoin de s'outiller au Québec pour mieux comprendre non seulement le climat, mais essayer de faire le pont aussi avec les impacts, les vulnérabilités, qu'est-ce qui s'en vient dans différents secteurs au Québec. Donc, il y a eu des discussions pendant quelques années. Puis en 2001, Ouranos a été créé avec l'appui de tous ces partenaires-là pour vraiment mettre en commun une expertise, oui, climatique, mais aussi aller chercher des expertises nouvelles. En 2001, il n'y avait pas d'organisation vraiment. On est une organisation très, très novatrice dans le maillage à l'intérieur d'une seule organisation des gens qui sont en climat et des gens qui sont
en impact, vulnérabilité et adaptation. Donc, 2001, on vogue sur une époque où on est pas mal par projet, là, par opportunité, qu'est-ce qu'on peut étudier, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qui est urgent. En 2016, on lance une programmation, puis je vais vous expliquer un peu comment on lance nos programmations, mais on s'équipe essentiellement d'une feuille de route qui dit voici où est-ce qu'on s'en va pour les 5, 6 prochaines années pour comprendre différents enjeux au Québec. À cette époque-là, on a 2 grandes équipes. Une équipe en sciences du climat, qui est l'équipe majeure. C'est encore une équipe c'est notre plus grosse équipe encore chez Uranus. On est en 2001 jusqu'à encore aujourd'hui quand même. En 2001, on était beaucoup sur qu'est-ce qui s'en vient en climat. Donc, les besoins étaient autour de la compréhension du climat. Donc, très forte équipe. Puis, on avait une petite équipe en vulnérabilité, impact, adaptation. Ça veut dire quoi ça? Le climat va se réchauffer, plus de précipitation, moins de précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? On commençait à travailler là-dessus. Puis ça voulait dire que pendant plusieurs années, on ne se le cachera pas, il y avait quand même un fossé là, entre les gens en climat, en sciences atmosphériques qui parlent un langage très, très technique et les gens en vulnérabilité, impact, adaptation pour que ces gens, déjà à l'interne, soient capables de se parler. Ça a été un défi et on est allé chercher des compétences dans des domaines, par exemple la géographie ou des sciences environnementales, où là, on allait chercher des compétences où les gens étaient capables de parler un peu le jargon des 2 mondes. Donc, on vogue là-dessus avec une programmation puis 2 équipes pendant plusieurs années. 2018, c'est une grosse année pour nous aussi parce qu'on commence à lancer notre portail climatique, donc des données climatiques en ligne qui nous aident à fournir une information de plus en plus large échelle au lieu d'y aller à la pièce par projet. En 2019, on commence à réfléchir à une nouvelle programmation et on est encore dans cette programmation actuellement. Donc, on change à la fois notre feuille de route sur quoi on va travailler, mais on change aussi la structure de nos équipes pour justement nous adapter à la nouvelle réalité. Les gens, on est chanceux quand même au Québec, il y a une conscientisation des changements climatiques qui est quand même grande. On a fait beaucoup de travaux pendant 20 ans sur compréhension du climat. Encore une fois, c'est important, mais cette équipe-là a évolué dans le temps pour être aussi beaucoup en service climatique, pas juste par projet science, mais de fournir des services aux usagers pour qu'ils puissent s'adapter. Sciences de l'adaptation a changé de nom aussi pour englober davantage que juste vulnérabilité, impact, adaptation. Et à ce moment-là, on a une 3e équipe dans la programmation scientifique qui s'ajoute, qui est transfert de connaissances et formation, qui est mon équipe. La petite histoire, c'est que quand on a formé cette équipe-là en 2019, on l'avait appelée mobilisation des connaissances. Puis on s'est vite rendu compte, ben non, la mobilisation des connaissances, c'est pas juste du transfert de connaissances. On le savait, mais il y a eu quand même une conscientisation que, attends, la mobilisation des connaissances chez Uranus, ça se fait à travers toutes les équipes. Donc, on a changé le nom pour que ça soit encore mieux compris, puis qu'on l'incarne nous-mêmes à l'interne, que la mobilisation, c'est vraiment, ça doit faire partie prenante de tout ce qu'on fait et qu'on doit aussi non seulement mailler notre réseau, mais se mailler davantage à l'interne. Fait que les équipes maintenant, puis j'attire votre attention plus sur le côté rouge. Le côté à gauche, ce sont nos équipes plus direction de la programmation administration. Mais en rouge, on a nos trois nouvelles équipes, coordination de la science de l'adaptation, sciences du climat qui est divisée maintenant en 4 équipes, recherche, plateforme, donc ce soutien aux usagers de façon plus automatisée. On continue à faire des travaux de fond sur les simulations, les analyses climatiques. On a une équipe en scénario service climatique. Il y a une autre équipe qui s'est ajoutée aussi qui est hyper importante, c'est l'équipe des communications. Donc, au-delà de mobiliser, de transférer, on veut aussi être capable de trouver des outils plus innovants puis d'aller chercher différents publics. Donc, cette équipe-là aide toutes les équipes vraiment à faire une communication vers des publics envers lesquels on n'avait pas nécessairement fait beaucoup de démarchage par le passé.
Donc, ça, c'est la structure. Comment on fait ça, le travail collaboratif, comment ça s'opère chez Uranus, puis comment on pense que ça devrait s'opérer de manière plus générale dans la sphère de l'adaptation au changement climatique. Là, on essaie de mettre ensemble des gens vraiment qui voient les choses de façon très différente. J'aime bien cette petite figure-là. Notre DG l'utilise vraiment régulièrement. Donc, imaginez-vous autour de la table des gens qui ont des expertises différentes, puis on essaie de leur faire voir une image et de s'entendre sur quelle est l'image. Dans des problèmes qui sont très, très complexes, où là, on essaie de s'entendre, de comprendre le jargon de l'autre, de s'approprier d'un nouveau jargon. Donc, c'est vraiment comment mettre tout ça en commun. Uranus, c'est à l'interne, maintenant, on est 75 employés à peu près. On roule à peu près 100 projets annuellement, mais la force puis la mobilisation, c'est 450 membres de notre réseau. Donc, c'est des praticiens, c'est des décideurs, c'est des chercheurs pour aller faire cette chaîne puis mobiliser de la science jusqu'à l'adaptation. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On fait ça comment chez nous? Bien, on a une gouvernance déjà qui est très participative. C'est beaucoup de mots, c'est assez complexe cette figure-là. Tout ça pour dire qu'on a en gris, à gauche, on a une direction, on a un conseil d'administration, on établit des feuilles de route, une programmation qui nous dicte où est-ce qu'on s'en va sur les 5, 6 prochaines années. On n'invente pas des projets à la pièce de même quand ça nous tente. Donc, on évalue ce qui s'est passé au Québec, on évalue ce qui s'en vient, quels vont être les enjeux importants. À droite, on a un conseil scientifique, les comités directeurs qui nous aident à aller comprendre ce qui se passe aussi à l'international. Donc, oui, Uranus, OK, vous travaillez au Québec, vous avez des idées sur les enjeux sur lesquels vous devriez travailler, mais on a tout le temps un son de cloche, aller chercher une expertise externe au Canada, à l'international, pour nous alimenter aussi sur des problématiques émergentes potentiellement qu'on n'a pas encore vues ici, mais qu'on devrait commencer à travailler. Donc, tous ces gens-là, notre conseil, notre conseil d'administration, notre conseil scientifique nous aide à établir des feuilles de route et tous nos projets sont régis par des comités de priorité ou des comités de suivi. Donc, on met en place beaucoup d'occasions d'avoir une rétroaction sur le travail qu'on fait, puis aller chercher les bons experts selon les sujets qu'on travaille. Donc ça veut dire c'est pas juste nous, là, on s'équipe à chaque projet qu'on met en branle d'un réseau de praticiens, de chercheurs ou de décideurs qui vont nous aider à aller vers les bonnes personnes pour avoir les bons projets, puis rayonner de la bonne façon, puis arriver à une science qui va vers l'application. Donc, on est dans un système où Uranus climatologie régionale pour le Québec, oui, mais on a beaucoup de liens avec nos partenaires au Canada, des partenaires à l'international pour essayer, de ne pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de travail fantastique qui se fait en adaptation au changement climatique partout. Donc, on veut travailler avec et non tout le temps refaire les mêmes choses. Puis de développer pour nous les bons outils avec les bons publics pour les bons publics. Donc, nos publics cibles chez Uranus, on parle souvent de décideurs stratégiques, donc les ministères, par exemple, les décideurs opérationnels, les praticiens, que ce soit les ingénieurs, les architectes, etc. Et on travaille aussi beaucoup avec les chercheurs. Donc, mobiliser tout ce monde-là. Ça veut dire quoi, mobiliser? Pour nous, ça veut dire mobiliser dans le cadre d'un projet, par exemple, on travaille en amont jusqu'en aval. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire avant de commencer un projet pour se demander qu'est-ce qui a déjà été fait, quels sont les besoins, qui sont les partenaires, qui travaille déjà dans ce créneau-là, comment est-ce qu'on peut échanger, aller chercher des conseils, travailler avec et non en parallèle avec ces personnes-là.
pas tout le temps facile, pas tout le temps. Là, je dis toutes sortes de choses qui ont l'air très, très simples. Vous imaginez bien que ça prend beaucoup de monde puis que c'est un petit peu plus compliqué que juste on fait ça, là, tout est beau. Dans les projets, mais c'est tout le temps de continuer à tisser des liens avec ses partenaires, un échange. Là, le buzzword, la co-construction, là, ce mot qui veut dire plein de choses, puis des fois rien du tout, il est central pour nous. Il veut vraiment dire construire avec. C'est continuellement un échange. On n'est pas juste en descendant. On retire nous aussi tout le temps beaucoup de nos projets. Puis c'est sûr qu'après, on veut valoriser les résultats de recherche pour que ça soit transférable, diffusable et que les gens soient capables de s'en servir. Comment ça s'opère dans nos différentes équipes? Par exemple, ben, en sciences du climat, on a différents volets où on va travailler en recherche. Donc, recherche fondamentale, les big data, les outils, qu'est-ce qu'on a besoin? Puis là, ça se fait beaucoup à l'international. Comment est-ce qu'on fait pour mieux modéliser les vents, les tornades? Donc, ça, c'est de la recherche appliquée. Qu'est-ce qu'on est capable de sortir? Une fois qu'on est capable de faire ça, puis ça, ce travail-là de qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, on va le chercher auprès de nos partenaires aussi. On passe vers, puis là, c'est là où je vous disais, on a eu une évolution dans le temps. Avant, on était beaucoup en recherche. On a maintenant ce qu'on appelle les services climatiques. Donc, comment est-ce qu'on est capable de fournir cette information-là qui vient de la recherche de façon plus opérationnelle à nos usagers, que ce soit par des plateformes, que ce soit par de l'expertise conseil, que ce soit dans des rapports, que ce soit par des formations. Donc, on essaie de plus en plus de basculer vers une information qui est de plus en plus digeste, de plus en plus applicable, de plus en plus appliquée selon les usagers. Puis je vous donne un exemple très, très simple quand on passe pour passer de un à l'autre. Pour nous, par exemple, si on travaille avec des ingénieurs, bien, ils vont nous dire, OK, bien, nous, on sait que si on prend un bâtiment, je sais que j'ai des seuils, par exemple, à passer des vents de X km/h, mon bâtiment est à risque ou des quantités de neige de X mètres, je suis à risque. Donc, ces seuils-là, ces variables climatiques-là, cette compréhension de ce qui est important pour eux, ça peut être en santé, c'est quoi le nombre de vagues de chaleur qui enclenchent des dangers pour la santé publique, par exemple. Ces seuils-là, nous, on a besoin de les comprendre pour qu'on soit ensuite capable de faire de la recherche et développement puis trouver comment fournir cette information de la meilleure façon, de la produire et ensuite de la diffuser sur les plateformes. Donc, c'est un exemple très, très simple de c'est quoi que vous avez besoin en termes d'information climatique, qui en a besoin pour qu'on fasse derrière les rideaux la recherche avec les modèles afin de la fournir, cette information-là, et qu'on soit confiant de la fournir à plus large échelle. Puis ça nous amène, comme je l'ai dit, en sciences du climat, à fournir de l'information, par exemple, sur des plateformes comme Portrait climatique, que je vous ai montré. C'est un projet fort qui est sorti en 2018. Donc, c'est une information digérée. Voici ce qui s'en vient sur le Québec. Toutes sortes de variables climatiques, des cartes, des figures, des sommaires. Donc, ça, c'est une porte d'entrée pour nous où on est capable de démocratiser la science du climat, démocratiser l'information climatique qu'on produisait avant puis qui était à la pièce dans des rapports scientifiques que les gens n'avaient pas le goût de lire, là, soyons honnêtes. Donc là, c'est comment est-ce qu'on est capable de produire des informations qui répondent davantage, un tout cuit, tout prêt, je suis capable de prendre ça puis éventuellement prendre des décisions comme par exemple dans des plans climat. Donc, ça, c'est un volet de nos usagers, un certain type d'usagers en climat. On a aussi des plateformes full techniques pour les gens qui aiment coder, où là, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Puis, c'est Pavix, c'est la base de données derrière les rideaux que nous, on utilise, que nos partenaires comme Données climatiques.ca, par exemple, vont chercher les données là pour faire pour alimenter leur plateforme. Donc, il y a toutes sortes de façons de trouver comment fournir une bonne information, une information au bon niveau à nos différents partenaires. Ça, c'est climat, un petit exemple de comment
cette mobilisation-là, cet échange se fait entre les différentes parties prenantes, partenaires. En adaptation, on a la façon qu'on fonctionne. L'équipe, je vous disais tantôt, l'équipe s'appelle coordination de la science de l'adaptation. Donc, contrairement à l'équipe Sciences du climat à l'interne, on a une trentaine de personnes qui roulent des modèles, qui font des analyses. Donc, on a une expertise en climat qui est interne. Les coordonnateurs en adaptation, eux gèrent, là, quand je disais 450, c'est eux beaucoup qui vont gérer le réseau pour aller chercher l'expertise qu'on a au Québec sur les impacts et sur l'adaptation au changement climatique. Les thématiques sur lesquelles on travaille présentement, là, depuis 2020, cette programmation-là, c'est économie du Québec, là, vous les avez, sécurité énergétique, disponibilité en eau, etc. Ces priorités-là, on a tout le temps travaillé par thématique ou priorité. Elles ont évolué au fil du temps. Par exemple, on n'avait pas système alimentaire avant, ça s'appelait agriculture, pêche et aquaculture. Défis sociosanitaires, ça s'appelait santé. On n'avait pas gouvernance climatique. Donc, ces priorités-là ont évolué au fil des besoins de la société québécoise et ce sont des priorités qui sont davantage transversales. Système alimentaire, c'est un bon exemple, ou sécurité énergétique qui s'appelait énergie. Avant énergie, on regardait la production énergétique. C'est plus ça du tout. On fait la chaîne de valeur au complet maintenant. Puis on travaille ces priorités-là pour tout le temps les réfléchir avec les quatre angles que j'ai mis en bleu, c'est-à-dire que si on regarde un projet sur la disponibilité en eau, bien, on veut avoir un angle, est-ce qu'on comprend la pérennité, sécurité des bâtiments? Est-ce qu'on a un angle maintien des services écologiques? Est-ce qu'on regarde la durabilité des activités économiques? Est-ce qu'on regarde le bien-être de la population? Donc, on se questionne tout le temps pour intégrer davantage différents aspects. L'adaptation au changement climatique et travailler le moins possible dans des créneaux très, très spécifiques en silo, pas juste le maintien des services, mais c'est de lier ça à d'autres enjeux, par exemple. Donc, ça fait beaucoup d'arrimages entre les différentes priorités à l'interne, entre les différents chercheurs. Ça peut donner un peu le tournis, mais l'idée, c'est vraiment de s'adapter et de faire évoluer les enjeux sur lesquels on travaille. Disponibilité en eau, avant puis on a été beaucoup été sur les inondations. Clairement, ça demeure un enjeu très important, mais on a un grand volet de notre programmation maintenant sur le manque d'eau. Ce n'était pas sur le radar par le passé. Donc, comment est-ce qu'on fait évoluer ces éléments-là? Pour l'équipe en sciences de l'adaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi animer un réseau? Ça veut dire quoi aller chercher les bonnes expertises? Puis là, je montre une figure qui donne justement un peu le tournis. Ça veut dire ça. Ça veut dire aller chercher des expertises qui sont dans des organisations. Je dis, il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec. On a une capacité sur différents enjeux qui est importante. Là, il faut aller les chercher, ces partenaires-là, et les faire travailler ensemble. Donc, ça, c'est l'ancienne programmation agriculture, pêche et aquaculture. Dans le milieu, c'est les partenaires qui nous ont aidés, là, les comités de programme qui nous ont aidés à tracer une feuille de route sur 5 ans. Sur quoi qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va dans 5 ans. Le cercle, après ça, c'est les comités de suivi. Donc, par projet, on a des gens qui suivent les projets, qui nous disent oui, non, vous êtes bien alignés ou vous devriez parler à telle personne, il faut aller chercher cette expertise, recadrer un peu les projets. Puis autour de ça, on a des équipes de recherche, les partenaires avec qui on a travaillé pour faire des projets. Donc, ça fait beaucoup de monde. Ces gens-là n'étaient pas nécessairement en partenariat par le passé. Donc, quand je dis on travaille en amont jusqu'en aval, le travail en amont de mettre ces gens-là ensemble pour établir des collaborations de nouvelles personnes, de nouveaux projets est super important. Puis c'est nous, mais ces gens-là aussi, on dit qu'on est un pôle de concertation, on essaie de les mettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent. Certaines de ces organisations travaillaient déjà ensemble. Donc, ce besoin de mettre en commun, il est commun à toutes ces organisations que vous voyez sur la figure. Pour nous, ça veut dire que là, on est passé, comme je disais,
agriculture, pêche et aquaculture, la nouvelle thématique, c'est système alimentaire. Pas tout à fait la même chose. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que en 2019-2018, la coordinatrice qui s'occupait de l'ancienne a dû animer un tout nouveau réseau à aller chercher de toutes nouvelles personnes pour animer, pour se demander qu'est-ce que ça voulait dire, système alimentaire. Puis pour nous, bien, il y a sécurité alimentaire, il y a importation, il y a transformation, il y a distribution. Ces gens-là, c'est un bon exemple, n'ont pas nécessairement les changements climatiques dans leur ligne de mire quand on les contacte la première fois. Donc, comment est-ce qu'on les amène à intégrer ou à vouloir intégrer les changements climatiques dans leur travail? Ça fait partie des défis quand même d'aller chercher des expertises où là, on veut leur expertise en distribution, on veut comprendre. Donc, nous, on a plein de choses à apprendre, mais on veut aussi leur transmettre une certaine information pour qu'ils voient la plus-value de travailler en adaptation au changement climatique sur ce volet-là. Donc, beaucoup de monde. On a, comme je disais, plusieurs priorités. On a aussi des à côté. Là, ici, c'est le mandat de tourisme. Puis il y a beaucoup trop d'informations sur cette diapo-là, mais tout ça pour dire qu'au travers des cycles de vie de nos projets, on va travailler sur l'engagement des acteurs. On va produire des guides. On va faire de l'accompagnement. En tourisme, on a fait, par exemple, on a des cohortes, on accompagne les associations touristiques pour qu'ils soient capables de produire des plans stratégiques qui incluent les changements climatiques. Donc, le plan zéro, c'est ils n'intègrent pas tant les changements climatiques. À la fin de nos 3 ans, on veut que les changements climatiques fassent partie intégrante de leur planification stratégique. Comment on fait ça? Mais là, on s'équipe de différents projets, de différentes personnes pour leur faire comprendre le climat, faire comprendre les impacts, leur donner des outils pour qu'ils évaluent eux-mêmes les coûts des impacts, les coûts de s'adapter, de non-adaptation, puis on chemine avec eux jusqu'à la fin de cette programmation-là où on espère avoir vraiment évolué puis d'avoir mobilisé différents acteurs pour passer à l'action en adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'est une feuille de route pour tourisme, mais c'est essentiellement la vision qu'on se donne pour essentiellement la grande majorité de nos priorités. Climat, adaptation, la troisième équipe, transfert de connaissances, bien, forcément, dans la mobilisation, c'est bien beau d'avoir plein de connaissances, mais on veut être capable de valoriser, d'outiller, de démocratiser tout ça. Donc, on va produire, oui, des rapports, des fiches, des guides. C'est trouver la bonne façon de rejoindre les bons publics. Là, je disais tantôt, on a une équipe de communication. Cette équipe-là nous aide vraiment, franchement, beaucoup à segmenter nos publics cibles, à trouver la bonne façon d'aller chercher non seulement de les mobiliser au courant des projets, mais d'aller trouver la bonne façon de transformer l'information, de la valoriser, cette science-là, pour qu'elle soit comprise et intégrée. Donc ça fait un tour franchement très rapide de ce qu'on fait chez nous. Je vais vous laisser sur une dernière diapo un peu sur la mobilisation. Je vous ai dit plein de choses. Et pour moi, la mobilisation des connaissances, puis comment ce que ça demande, c'est une agilité. Ça prend vraiment une volonté d'évoluer, de se transformer à la lumière des besoins. On le fait, on continue à le faire. Je pense que les organisations qui travaillent dans la lutte au changement climatique, forcément le font, les choses évoluent très vite et on doit continuellement être à l'affût de ce que les usagers ont besoin pour prendre des décisions éclairées à la lumière des changements qui s'opèrent. Donc, une grande agilité, un engagement. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps facile. Là. Je montrais plein de belles organisations qui veulent travailler avec nous et qui travaillent ensemble, mais de trouver les bonnes personnes qui veulent être dans ce sentiment d'être déstabilisés continuellement parce qu'ils doivent, oui, transférer des connaissances, mais eux aussi doivent continuellement apprendre des nouvelles choses, de travailler avec des nouveaux collaborateurs. C'est beau la collaboration, c'est pas tout le temps facile la collaboration. Donc, de créer ce sentiment d'engagement
je pense que c'est un réseau qui se crée au Québec et qui est crucial pour aller plus vite, plus loin. Puis c'est ça, la collaboration après tout ça, agilité, engagement, mais de vraiment incarner le co pour mettre à profit différentes expertises et aller plus loin, c'est aussi des compétences qui sont clés. Puis ça veut dire que oui, ça prend des compétences techniques, mais je pense qu'une des choses qui s'en vient de plus en plus, ce sont les compétences transformatrices ou les compétences douces, les soft skills. Les gens qui travaillent dans le domaine des changements climatiques ont souvent des compétences, des expertises très, très pointues, clés, mais ça devient de plus en plus important aussi. Puis on l'a vu, mais je pense qu'il y a un discours aussi dans la recherche scientifique qui s'en va en ce sens-là. Ça prend aussi des compétences humaines, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine qui est éco-anxiogène pour les gens à qui on parle. Donc, quand on fait du transfert de connaissances, les gens à qui on parle, on ne leur donne pas nécessairement des bonnes nouvelles. On essaie d'apporter un message positif. Il se passe des belles choses en adaptation au changement climatique, même en réduction aussi. Mais il faut être capable d'avoir ce dialogue, pas juste très scientifique, mais d'être ouvert à avoir des discussions difficiles avec les gens. Quand vous travaillez dans ce domaine-là, moi, ça fait 15 ans, ça peut aussi devenir difficile pour les gens qui sont dans le domaine, qu'on essaie de se dissocier de notre discours. On dit des choses qu'on n'internalise pas nécessairement tout le temps, mais quand on commence à comprendre ce qu'on dit, ça peut aussi être lourd de travailler dans ce domaine-là, de se sentir que oui, on fait des efforts, il y a des choses qui se passent, mais en même temps, c'est gros. Donc, cette collaboration, cet engagement, ce retour d'expérience, puis de se dire qu'on n'est pas seul, mais de trouver des façons de soutien, de compétences, de savoir-être aussi et des compétences relationnelles, émotionnelles deviennent aussi très, très importantes dans le travail de collaboration en adaptation au changement climatique. Je regarde l'heure, je veux vraiment laisser de l'espace pour la discussion. Fait que je m'arrête là-dessus, Marc-André. Je pense que la présentation va être partagée. Si vous voulez en savoir plus là, sur ANOS, tous nos rapports d'activité, nos plans stratégiques, nos plans quinquennaux sont sur notre site web. Vous pouvez aller les consulter pour en apprendre davantage. On est sur, naturellement, LinkedIn, puis on a un site web. Donc, je m'arrête là-dessus pour vraiment laisser la place à la discussion. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment ça s'opérationnalise dans vos champs d'activité, la mobilisation des connaissances? Je suis très, très curieuse, moi aussi, d'entendre votre partage d'expertise. Super.